Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, une question. Faut-il craindre des attentats qui ciblent spécifiquement les femmes? On se penche sur la menace masculiniste et son essor en France, en particulier chez les jeunes hommes, alors qu'un adolescent de 18 ans a été mis en examen hier pour terrorisme. Il était proche de la mouvance Incel. Ils sont les hommes les plus riches du monde et ils se sont alliés avec l'homme le plus puissant. Pourquoi Musk, Bezos ou Zuckerberg se sont rapprochés de Donald Trump? Quelle est leur idéologie? Quel est leur projet politique? On en parle ce soir avec l'historien et journaliste Thomas Negaroff qui vient de publier avec Philippe Corbet un livre qui est consacré à ces nouveaux oligarques. Enfin, à quoi joue Bruno Retailleau? Le patron des Républicains tourne le dos officiellement aux énergies renouvelables et s'aligne sur la position du Rassemblement national. Alors le socle commun va-t-il voler en éclats? On en débat à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour une heure de débat. Il porte des idées qui semblent d'un autre temps, mais qui prospèrent, en particulier chez les jeunes hommes. Comment expliquer cette influence croissante des masculinistes sur la jeune génération? Ces masculinistes constituent-ils désormais une menace terroriste? On en débat ce soir avec Alice Apostoli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directrice de l'Institut du genre en géopolitique et vous avez également coécrit pour la Fondation Jean Jaurès « Comment contrôler les discours masculinistes en ligne ». Laure aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo, où vous traitez régulièrement des questions qui sont liées au féminisme en particulier. Et Stéphane Vogetta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République et co-auteur de la loi pour encadrer l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et le Premier ministre vient de vous confier une mission sur les enjeux émergents du numérique, dont font partie notamment évidemment les masculinistes. Enfin, nous sommes en liaison vidéo avec Sandrine Lucchini. Bonsoir, vous êtes journaliste et romancière. Vous avez signé notamment Charlotte Chéri, un roman qui se déroule sur fond de masculinisme, et vous avez rédigé un mémoire qui est consacré à la manosphère. Mais d'abord, pour commencer, le récap de Thibaut Enoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Clément et bonsoir à tous. Un jeune homme de 18 ans, proche des masculinistes, a donc été mis en examen et écroué pour terrorisme. Oui, il a été interpellé près de son lycée à Saint-Étienne, muni de couteaux. Il est suspecté d'avoir voulu s'en prendre à des femmes. Le parquet national antiterroriste a ouvert une information judiciaire. Il mentionne le fait que le jeune homme se revendique de la mouvance Incel. Incel pour Involuntary Celibate, célibataire involontaire en français, un terme faisant référence à des hommes qui considèrent qu'ils sont célibataires par la faute des femmes et souhaitent leur faire payer. Une mouvance déjà responsable de plusieurs féminicides dans le monde, mais une première en France. Jamais encore le parquet national antiterroriste n'avait été saisi pour un individu se réclamant exclusivement de ce mouvement. De fait, le jeune homme compilait des vidéos masculinistes sur le réseau TikTok, un phénomène à prendre au sérieux selon la ministre Aurore Bergé. C'est un vrai fait de société. On a aujourd'hui des adolescents qui sont biberonnés, infusés de théories, qui leur expliquent que la cause de tout leur malheur, ce sont les jeunes femmes, ce sont les femmes, que la seule règle, c'est la domination, c'est la violence, et qu'on a donc le droit et la légitimité de s'en prendre à elles, parce que c'est à cause d'elles qu'on est seul, c'est à cause d'elles qu'on est malheureux, c'est à cause d'elles qu'on est atteint dans ce qu'on est en tant qu'homme. Alors au printemps 2024, déjà un autre cas avait alerté les autorités en France. Un individu avait été interpellé au moment du passage de la flamme olympique. Il avait publié un message en ligne faisant l'apologie de la tuerie d'Isla Vita, l'un des premiers attentats Incel répertoriés, c'était aux États-Unis il y a 10 ans, 6 morts et 14 blessés. L'auteur disait vouloir punir les femmes car il était toujours vierge. Les États-Unis, où ce phénomène a pris une ampleur inquiétante. Oui, embryonnaire, il y a encore une décennie, il a connu une accélération avec la première élection de Donald Trump et la seconde, à l'automne dernier, a marqué une nouvelle étape. D'après un institut d'analyse, les mentions ton corps, mon choix et retourne dans la cuisine. 2 formules de ralliement des mouvements masculinistes ont augmenté de 4600% sur les réseaux sociaux après l'élection de Donald Trump dans les 24 premières heures. Un mouvement qui, outre-Atlantique, a sa figure de proue, l'influenceur Andrew Tate, découvert dans une télé-réalité dont il avait été exclu après avoir frappé une femme avec une ceinture. Il affiche 10 millions d'abonnés sur X où il poste
des messages comme celui-ci. Je pense que les femmes appartiennent aux hommes, ou encore les femmes sont comme des voitures. Vous pouvez toujours en acheter une nouvelle, mais vous gardez l'ancienne au cas où. Et cela fait des émules ? Vous voyez, la France a aussi son champion, ou plutôt son triste sire, l'influenceur masculiniste Alex Hitchens. Il s'est fait remarquer récemment lors de son audition le 10 juin 2025 par la commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir à la loi ? Je pense que vous avancez un peu trop. Par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Voilà, pas plus de respect pour les élus que pour les femmes, apparemment. Mais au-delà du cas de cet influenceur dont le compte principal a depuis été supprimé par TikTok, on comprend que l'un des nœuds du problème réside dans les réseaux sociaux où ces discours se propagent et se banalisent. Faut-il les réguler davantage et comment? C'est tout l'objet de la commission d'enquête dont le rapport et les recommandations sont attendus à la rentrée. Merci à vous Thibault, et cela va faire partie évidemment de notre débat, hein, toutes les questions de régulation. Mais j'aimerais qu'on commence par cette menace terroriste. Stéphane Vojetta, c'est pris au sérieux aujourd'hui par les pouvoirs publics, la menace terroriste masculiniste? Eh bien, c'est pris au sérieux. La preuve en est que cette potentielle attaque a été interceptée avant que, heureusement, elle puisse prospérer. Gérald Darmanin, ce matin, a expliqué d'ailleurs que la DGSI a mis en place depuis un certain temps déjà une cellule qui suit spécifiquement cette sphère masculiniste et qui la surveille précisément parce qu'elle a décelé des risques d'ordre d'attentat terroriste. C'est bien la preuve que c'est un phénomène qui doit nous préoccuper et qui doit mobiliser le gouvernement et nous-mêmes ici au Parlement. Lors aussi, ça n'a pas forcément été toujours le cas, on a le sentiment... Non, il y a encore quelque temps, le parquet national antiterroriste avait dit que ce n'était pas de son ressort. Je pense qu'en France, on a pris trop de temps avant de prendre conscience de cette menace. C'est encore heureux qu'on ait pu déjouer cet attentat. Mais quand on voit cette mouvance masculiniste d'un point de vue international, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a déjà eu des attentats, déjà eu des passages à l'acte. Il y en a vraiment un certain nombre, on l'a vu, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et donc c'est presque étonnant, mais heureusement qu'il n'y en ait pas eu encore en France. Mais je pense que là, on a vraiment un basculement, une prise de conscience, enfin, de ce risque terroriste-là. Et c'est un fonctionnement un peu en communauté, hein, sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec des influenceurs qui ont grande influence. Les chiffres sont effarants. Andrew Tate a 10 millions d'abonnés. Alex Hitchens, dont le compte TikTok a été supprimé, mais en avait 650 000, ce qui pour la France est déjà pas mal. Et donc voilà, il y a une influence qui est grandissante et qui risque de se poursuivre. Alice Apostoli, on a bien compris, les réseaux sociaux ont donné une nouvelle caisse de résonance au masculinisme, mais ça remonte quand même à loin, ce mouvement. Dès les années 80, au Canada, il y a eu un attentat sanglant commis au nom de ces idées-là. Voilà, commis au nom de ces idées-là en 1989 déjà, avec cette idée que voilà, cet homme-là a été refusé de Polytechnique, a estimé que non seulement à cause des femmes, il n'avait pas de relation amoureuse, mais en plus n'avait pas de carrière, et donc a commis cet attentat. Les mouvements masculinistes existent depuis les années 80 en réaction aux avancées féministes des années 70, en réaction avec un retour au conservatisme d'État en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et c'est à évoluer jusqu'à aujourd'hui, à travers les avancées féministes. J'aimerais bien insister sur le fait qu'il faudrait expliquer ce qu'est le masculinisme. Donc, une idéologie politique qui veut préserver un ordre social de domination sur les femmes, et les incels dont on parle aujourd'hui, qui est un sous-courant masculiniste qui est particulièrement médiatisé parce que ses adhérents et partisans sont très jeunes. La Chambre d'écho est sur les réseaux sociaux, donc la lecture est quand même plus facile, parce que le problème, ce n'est pas que les réseaux sociaux, hein. On vit quand même dans une société patriarcale particulièrement violente. C'est les violences faites aux femmes commises par ces jeunes hommes, elles ne sont pas l'opération du Saint-Esprit. Et ce sont les incels en particulier qui appellent à commettre des violences contre les femmes, ou c'est vraiment présent dans toutes les sous-catégories du masculinisme ?
C'est présent dans toutes les catégories du masculinisme. Le masculinisme, c'est une idéologie de domination sur les femmes. Donc ça va passer par des appels à des tueries de masse dans la communauté incel. Ça va proposer des projets politiques, par exemple, d'accès au sexe et de disposition du corps des femmes, parce que le sexe, selon ces idéologies-là, c'est un droit, c'est un dû. Donc voilà, tous ces courants masculinistes ont pour projet d'avoir un appel d'imposer la domination des hommes sur les femmes. Sandrine Lucchini, vous avez travaillé sur ce qu'on appelle la manosphère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ces sous-catégories qui existent dans ce mouvement masculiniste? Alors la manosphère, c'est une nébuleuse qui est sur une nébuleuse opaque sur le net, où effectivement c'est un écosystème de la haine des femmes, où se regroupent donc toutes les sous-cultures des masculinistes. Il y a donc il y en a deux qui sont qui se définissent plutôt comme étant des mâles alpha, et les incels. Ma partie, c'était plutôt les incels que j'ai traités effectivement dans mon roman, et qui a été l'objet de mon mémoire aussi en Master 2 de psycho. Ce qui est intéressant avec le mouvement masculiniste aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, en fait, c'était dans les sous-bassements de la société. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus émergent. Et c'est ce que j'appelle en fait ce qu'on appelle un symptôme, ça devient un symptôme social. J'entends par symptôme social, c'est quand un certain nombre d'individus soutient et s'identifie à un mouvement. Et c'est vraiment le cas des masculinistes, où finalement le social devient de plus en plus délirant, délinquant et meurtrier. Et en fait, ils se retrouvent sur le net, où l'idéologie est un signe de ralliement. Enfin, la haine des femmes est un signe de ralliement, et ça devient une idéologie. Et ce qui est dangereux avec l'idéologie, c'est que ça lève l'interdit, ça lève les pulsions agressives, et ça lève aussi l'interdit de tuer. Et on l'a vu donc aux États-Unis, au Canada, en France. Bien heureusement, il n'y a jamais eu de passage à l'acte vraiment. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, avec cette affaire du jeune Timothée G, c'est la première fois que le PNAT se saisit de ce cas-là. Mais l'année dernière, au mois de mai, le Parquet national antiterroriste, et l'année dernière, au mois de mai, il y a quand même eu un projet d'attentat qui a été déjoué du côté de Bordeaux, où un jeune s'apprêtait à commettre une tuerie de masse et qui se revendiquait de la mouvance incel aussi. Et il voulait rendre hommage à Elliot Rodger. Il voulait commettre ce qu'on appelle dans le langage incel une ER. Stéphane Vogetta, vous êtes un député très actif sur les réseaux sociaux. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de la montée de ce mouvement masculiniste ? J'avoue qu'effectivement, je suis très actif, je suis un observateur, surtout actif des réseaux sociaux, je suis un acteur aussi. Et avec Arthur Delaporte, mon collègue socialiste, nous avons déjà, il y a quelques années, décidé de travailler ensemble, et on va continuer à travailler ensemble. On observe les tendances, et moi, cette tendance du masculinisme, j'avais d'abord observé dans un milieu un peu différent de celui que l'on observe actuellement, à savoir un milieu plus marqué par une approche radicale et rigoriste de l'islam, avec notamment certains influenceurs basés à Dubaï, notamment Dylan Thierry, qui adoptaient les codes de l'islam et qui adoptaient un discours de domination sur la femme et de la discipline que la religion ne devait notamment imposer à la femme. C'est d'ailleurs un discours, avant les réseaux sociaux, qu'on trouvait parfois, un discours très masculiniste, très valorisation du mâle surpuissant et dominateur et qui collectionne les conquêtes, un discours qu'on trouvait aussi dans le rap américain. Maintenant, clairement, c'est passé sur les réseaux sociaux et ça s'est, si je puis dire, démocratisé bien au-delà d'une communauté religieuse. Et cela s'étend effectivement vers des mouvances qui peuvent se rapprocher de l'extrême droite, mais vers des mouvances qui sont maintenant difficilement identifiables à une tendance politique. Et d'ailleurs, la preuve en est de cette popularisation, c'est que Netflix a fait une série Adolescence, que vous avez sans doute vue, et qui revenait spécifiquement sur l'impact du discours incel sur la psychologie de certains jeunes hommes. Alice Apostoli, est-ce que le masculinisme aujourd'hui se cantonne aux réseaux sociaux, ou est-ce qu'il se manifeste aussi dans la vie réelle de tous les jours, je ne sais pas moi, dans la vie au bureau, dans la rue, dans les lieux de convivialité? Est-ce que ça commence à apparaître?
Alors, en ce qui concerne l'idéologie masculiniste, alors les réseaux sociaux sont une chambre d'écho. Il va toucher beaucoup de jeunes hommes, et c'est notamment le cas avec les incels et des enjeux de radicalisation en ligne. En revanche, le masculinisme propose différentes offres idéologiques, notamment auprès d'hommes plus âgés. C'est notamment le cas des Men Who Go Their Own Way, MGTOW, donc des hommes qui estiment ne pas avoir besoin des femmes. Bien qu'ils essayent quand même d'avoir des relations avec, parce que c'est la définition d'un homme selon les discours masculinistes. Mais cette offre idéologique, elle va cibler des hommes plus âgés, par exemple, et principalement des hommes divorcés. Et c'est d'ailleurs, dans ces courants masculinistes, le premier grand épanouissement de l'idéologie masculiniste, c'était dans les années 90, après des politiques publiques pour forcer les pères à payer les pensions alimentaires. Et c'est là que se sont développées des associations de défense des droits des pères. Et concrètement, ce plaidoyer politique-là, il est construit en parallèle aux avancées féministes. Lors de on a vu avec Thibault Hénoch comment les deux élections de Donald Trump ont libéré d'une quelque sorte la parole masculiniste. Est-ce qu'il y a des liens entre les masculinistes et la mouvance d'extrême droite, que ce soit dans les pays anglo-saxons ou en France? Oui, clairement, c'est tout à fait lié. C'est une sphère totalement réactionnaire et très souvent, ce discours masculiniste va de pair avec un discours d'extrême droite. C'est tout à fait le cas, par exemple, d'Andrew Tate, le fameux masculiniste en chef, si on peut dire, qui développe également tout un tas de propos anti-immigration, anti-LGBT, sur l'Occident qui va à sa perte. Donc c'est tout à fait lié. Et d'ailleurs, Andrew Tate avait eu son compte Twitter qui avait été banni et il a retrouvé un compte X grâce à Elon Musk. Donc tout ça fait sens quelque part. Quelque chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que souvent les masculinistes ne se présentent pas forcément comme tels. Andrew Tate, on le sait, etc. Mais c'est là où c'est plus insidieux et c'est de cette manière qu'ils peuvent aussi séduire en quelque sorte des jeunes adolescents qui sont en quête d'identité, qui sont en construction, on est toujours un peu perdu à l'adolescence. Et souvent, ils sont des coachs en séduction autoproclamés. Voilà, et tous les adolescents hétéros du monde cherchent à draguer des filles. Et là, eh bien, voilà, ils sur ce genre de discours. Sur ce genre de discours, et peu à peu, ils sont enfermés dans ce genre de discours, sachant aussi, et voilà, c'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites où, quand on crée un compte, qu'on se présente comme étant un jeune garçon plutôt fragile en quête d'identité, et bien immédiatement, on va recevoir plein de propositions de ce genre de compte. Et donc, il y a un grave problème aussi de la part des plateformes et de l'algorithme qui propose ça et qui enferme dans ce sujet-là. On va l'évoquer. Mais Stéphane Vogetta, je crois que vous vouliez réagir sur les liens avec l'extrême droite. Oui, donc vous évoquez Donald Trump. Effectivement, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment caricatural, qu'on a pu voir au moment de la deuxième élection de Donald Trump, donc il y a quelques mois, c'est la transformation de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc de Facebook, qui, il y a quelques mois encore, était pâle, les cheveux courts, engoncé dans des costumes, qui soudain se laisse pousser les cheveux, commence à faire du jiu-jitsu et du MMA. Et du MMA, et qui nous explique qu'il faut mettre fin à la diversité dans les entreprises, et notamment chez Facebook, et redonner toute sa valeur à la masculinité, et aux valeurs masculines qui permettent aux entreprises d'être plus agressives et d'avoir plus de succès. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on voit évoluer autour de la sphère de Donald Trump, qui est liée aussi au monde des crypto-monnaies, qui emporte avec lui une mythique de l'homme puissant, indépendant financièrement. Et je pense qu'il y a des liens également avec ce que l'on découvre autour des plateformes de modèle type OnlyFans, qui sont des plateformes de prostitution expliquer peut-être au public qui ne connaît pas forcément ça. Ce sont des plateformes de pornographie à la demande, où des modèles de l'autre côté de l'écran répondent à vos demandes et en échange de rémunération, vous enverront des vidéos ou des photos corsées en fonction de vos requêtes. Et bien, il y a maintenant un écosystème d'hommes qui s'autodéfinissent comme des agents OnlyFans, des proxénètes. Qui sont en réalité des proxénètes 2.0, qui organisent la diffusion et la commercialisation de ces images, qui contrôlent des portefeuilles de modèles, donc de jeunes filles, OnlyFans, qui parfois s'échangent entre eux des modèles, des portefeuilles de jeunes filles,
en prenant 50, 60, 70% de leurs revenus. Sandrine Lucchini, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, je voulais rebondir sur justement la récupération de certains masculinistes par les mouvements d'extrême droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, Europol, dans un rapport, avait souligné justement la dangerosité de la montée de ces mouvements masculinistes qui étaient récupérés par surtout ceux qui s'associaient en fait au mouvement des suprémacistes blancs, suprémacistes mâles. Et pourquoi? Parce qu'en fait, là où le discours se retrouve, c'est qu'ils défendent en fait les mêmes principes. Eux, leur volonté, c'est de sauvegarder leur principe qui est celle de la sacralisation du pénis, la haine et le mépris des femmes, et aussi, et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que le pénis pour eux peut et doit tout pénétrer, y compris avec la force. Et ce qui est justement, aux États-Unis, donc il y a le pendant de notre observatoire de la haine en ligne qui a analysé 1 million de messages, d'échanges sur les forums masculinistes. Et en fait, ils ont identifié que toutes les 37 minutes, il y avait le mot tuer qui ressortait, et toutes les 29 minutes, c'est le mot viol. En fait, c'est clairement un appel au viol et un appel au meurtre. On va revenir vers vous dans un instant. J'aimerais avoir votre réaction, alors je ne sais pas qui de vous, mais au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui s'inquiétait récemment d'une progression, je cite, des réflexes masculinistes et des comportements machistes chez les jeunes hommes adultes, avec ce chiffre, entre autres, 28% des 25-34 ans estiment que les hommes sont davantage faits pour être patrons, alors que ça ne concerne que 9% des 50-64 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fossé générationnel sur des clichés un peu machistes? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole là-dessus? C'est un discours qui est tendance sur les réseaux sociaux, effectivement, qui est diffusé, qui a beaucoup de succès sur les réseaux, qui est beaucoup relayé. Et pourquoi ça porte plus chez les jeunes que chez les personnes plus âgées? Parce que les jeunes s'informent, les jeunes apprennent la vie, les jeunes apprennent les valeurs sur les réseaux sociaux désormais. Les jeunes sont sous l'influence des influenceurs. Si les influenceurs parlent de masculinisme, parlent de musculation, parlent de domination de l'homme sur la femme, eh bien ce sont les valeurs dans lesquelles les jeunes vont grandir. Alors on va voir justement... Je pense qu'il ne faudrait pas aussi aller dans un travers qui serait de remettre en cause par exemple le mouvement MeToo. On peut entendre ça aussi. Et là-dessus, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose que de se battre pour plus d'égalité, de justice et au final de liberté pour les femmes, et de vouloir un retour à un état antérieur fait de discrimination et d'inégalité femmes-hommes. Donc voilà, mais c'est un discours aussi qu'on entend. Après, ça n'empêche pas peut-être aussi une pédagogie sur ce qu'est MeToo pour rappeler que ce n'est pas contre les hommes, pour éviter aussi que des jeunes ados se disent voilà, je vais grandir dans un monde où tout le monde m'en veut, et donc voilà, faire cette pédagogie-là, certainement, et éviter qu'ils ne tombent dans ces comptes-là, déjà via l'algorithme. Alors, ces comptes-là, ces influenceurs-là, qui sont pour certains de véritables gourous, on va se pencher un peu sur eux à présent, avec Maïté Frémont. Elle s'est mise dans la peau d'un ado de 15 ans pour voir quel type de contenu lui était proposé. Aujourd'hui, on va voir comment amener une femme à te respecter. Au détour d'une simple recherche de cours de séduction ou encore de musculation. Elle a un mauvais comportement, les gars, vous devez la punir. Il est facile de tomber sur leur réseau sans s'en rendre compte et se laisser embarquer par les algorithmes. Demain, un homme alpha n'a peur de rien, mais encore moins de s'étaler. Vous voyez cette personne qui écarte les jambes quand elle s'assied là, le manspreading. Eh ben ça c'est alpha, tu vois ce que je veux dire? Sur cette vidéo, des conseils pour être un homme viril, puissant, tout pour attirer la femme dans ses filets. Je suis un mâle alpha! Comme cette vidéo, plus de 200 000 autres circulent avec ce hashtag, parfois cumulant plusieurs millions de vues. Règle numéro 1. Il faut que tu t'en battes les couilles des meufs et que tu comprennes une chose. Tu n'as absolument pas besoin de femmes dans ta vie. Une manosphère où plusieurs communautés pullulent. Les alphas, les sigmas et les incels, ces célibataires involontaires. Mon problème, c'est les filles. Je ne sais pas pourquoi vous êtes si repoussés par moi, les filles. J'ai 22 ans et je suis toujours puceau. Elliot Rodger est considéré comme le tout premier mâle alpha par les internautes. Je vais rentrer dans la sororité la plus chaude de UCSB. Et je massacrerai toutes les putes privilégiées, blondes et coincées que j'y croiserai. Vous verrez enfin que je suis l'être supérieur.
Le véritable mâle alpha. En 2014, ce jeune Américain tue 6 personnes avant de se suicider. Une tuerie de masse fondée sur la haine des femmes. Stéphane Vojetta, c'est terrifiant de voir concrètement ces discours et vers où ça peut mener. Oui. Je le disais en début d'émission, le Premier ministre vous a confié une mission qui est consacrée au numérique, qui inclut ce sujet des masculinistes. Comment réguler cela ? Quelles pourraient être les pistes de régulation ? Écoutez, quand ça concerne la régulation des plateformes, des grandes plateformes numériques, des réseaux sociaux, et la grande question que l'on se pose depuis des années, qui n'a toujours pas été résolue, est à quel moment va-t-on réussir à imposer aux plateformes la responsabilité éditoriale sur les contenus qui sont publiés sur ces plateformes ? À quel moment les plateformes seront-elles responsables de retirer immédiatement le moindre contenu qui pointe vers des incitations à la haine, à la violence, à la domination ? C'est un bras de fer qui se joue au niveau national ou au niveau européen ? C'est un bras de fer qui se joue en principe à Bruxelles, puisque la France a délégué à Bruxelles les compétences de régulation des grandes plateformes numériques, puisque l'union fait la force et que Bruxelles a plus de poids dans le dialogue, la négociation avec ces grandes plateformes et avec les gouvernements qui éventuellement représentent leurs intérêts. Ceci dit, sur la loi influenceur, nous avions pris à l'époque l'initiative et nous avions réussi à convaincre Bruxelles, et Bruxelles va bientôt répliquer la loi influenceur française au niveau européen. Parfois, nous devons faire preuve d'initiative en France et montrer l'exemple. Je pense que sur ce qui a à voir avec la régulation des plateformes OnlyFans, la régulation, d'aller plus loin sur la régulation de certains discours, tout en respectant bien sûr la liberté d'expression, mais en sachant que la liberté d'expression ne peut pas être une excuse pour la diffusion de discours de haine, de violence ou d'incitation à la domination. Lord aussi, comment imposer cette régulation à ces réseaux sociaux quand on voit que leur patron, en tout cas 2 d'entre eux, Elon Musk, Mark Zuckerberg, se revendiquent d'une certaine façon du masculinisme eux-mêmes. C'est un rapport de force que les politiques doivent mettre en place, clairement. Et il y a cette régulation, je dirais aussi en amont, peut-être toute une éducation. Je pense aussi l'éducation affective et sexuelle dans les établissements scolaires, par exemple, pour prendre en amont, déconstruire en amont tous les préjugés, les incompréhensions qu'il peut y avoir entre les deux sexes et éduquer à l'égalité entre les filles et les garçons. Et puis, je salue aussi des féministes, des jeunes féministes qui investissent aussi les réseaux sociaux. Il y a des jeunes influenceuses féministes qui se moquent de ces masculinistes, qui essayent de les contrer. Est-ce qu'elles prennent des risques en faisant ça ? Beaucoup moins suivies. Oui. Elles sont souvent victimes de cyberharcèlement très violent. Mais je dirais qu'il y a une sorte de lutte d'influence qu'on peut constater sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais cette lutte est encore c'est un long combat. Sandrine Lucchini, quel est votre regard à vous sur cet enjeu-là de la régulation ? Il y a une chose en fait avec Internet qui est un facteur qui n'est pas anodin, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que si on se base sur, par exemple, Freud disait qu'un individu pris dans la masse perd sa subjectivité. Et d'après des études qui ont été faites, ils se sont aperçus que finalement, Internet a les mêmes effets. Une personne anonyme sur Internet a produit les mêmes effets. C'est-à-dire que avec l'anonymat, qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle se sent toute puissante, elle ne prend pas conscience en fait de ses agissements, elle est impulsive, elle se sent protégée et elle fait corps en fait elle oublie sa subjectivité et elle ne fait plus qu'un avec le groupe. Et c'est ça en fait aussi qui fait que la haine se propage comme ça sur la bande passante du net, parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, et la personne se planque en fait derrière son écran. Et ça, c'est pas un acte, c'est pas anodin en fait comme info, parce que c'est ce qui fait que les jeunes s'autorisent plus à passer à l'acte, et notamment sur tous les raids haineux en ligne dont sont victimes un certain nombre de jeunes femmes, et ça, c'est lié vraiment à l'anonymat. Mais à vous entendre, ça veut dire que le masculiniste assumé sur les réseaux sociaux, dans la rue, c'est un monsieur lambda, on va dire, qui se comporte tout à fait normalement avec les femmes ? C'est pas la même chose, parce que le masculinisme, les influenceurs, eux, tous les discours qu'on a entendus sur une femme, il faut lui faire mal, et ce sont des personnes en fait qui, eux, ils sont pas dans le doute, hein. Ils se positionnent en tant que mâle alpha, et finalement, c'est un peu des bonimenteurs 2.0 qui vont vendre du rêve
à tous ces jeunes qui sont dans cette souffrance, dans cette frustration sexuelle et qui sont donc les incels, et en leur promettant s'ils écoutent, en fait, s'ils appliquent à la lettre leurs conseils, ils vont devenir des mâles alpha. Et pour rebondir en fait par rapport à Elliot Rodger quand il dit « je suis un mâle alpha », ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu mâle alpha après son passage à l'acte. C'est son passage à l'acte qui le fait devenir mâle alpha. Parce qu'avant, en tant qu'incel, il se définissait comme étant inférieur au mâle alpha. Et c'est là où c'est dangereux en fait dans le discours. Alice Apostoli, la lutte contre ces idées, elle passe aussi par l'éducation. Vous avez travaillé là-dessus. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, dans notre rapport coécrit avec Equipop, contrer les discours masculinistes en ligne au niveau de l'Union européenne, justement, parce que c'est une échelle qui nous paraît la plus pertinente, on a 5 axes de recommandation. Le premier, renforcer l'arsenal juridique en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Encore une fois, si cette radicalisation elle est possible en ligne, c'est que le terreau est fertile hors ligne. Les discriminations et les stéréotypes basés sur le genre existent, sont bien présents et sont fomentés sur les réseaux sociaux, ce qui facilite un passage à l'acte particulièrement violent, comme les tueries de masse. Intégrer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les politiques publiques du numérique. Donc, dans les Digital Services Act, c'est le cas. Ce n'est pas le cas de l'IA Act. Donc ça ne concerne pas encore trop les plateformes du numérique. En revanche, l'IA est déjà un danger pour la sécurité des jeunes femmes et des femmes en ligne. Et pour l'instant, aucun État membre n'a proposé d'intégrer la mention de genre et la dimension du genre dans l'IA Act. Donc ça, c'est quelque chose que nous condamnons. Réguler les multinationales du numérique au niveau européen, voilà, ça nous paraît évident. Et enfin, soutenir et protéger les associations féministes et LGBTQIA+, parce que ce sont ces mouvements-là qui alertent sur la menace masculiniste depuis maintenant des années et qui justement, comme vous l'avez mentionné, font face à un cyberharcèlement particulièrement violent, un cyberharcèlement qui se transforme en des attaques hors ligne et qui ne sont pas du tout soutenus politiquement. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, avec également Sandrine Lucchini. C'est la fin de ce débat. C'était très instructif, mais pas forcément très rassurant. On va passer à notre second débat à présent avec Thomas Snegarov. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Vous publiez un livre d'entretien avec le journaliste Philippe Corbet, un livre intitulé « Les nouveaux oligarques, comment les milliardaires américains imposent leur vision au monde », car ils ont une vision du monde, ils ont un projet politique même plutôt inquiétant. Les explications de Stéphanie Despierres. Si on vous invite, Thomas Snegarov, c'est parce que vous dressez le portrait des nouveaux oligarques proches de Donald Trump. Journaliste, spécialiste des États-Unis, vous décryptez l'influence inédite des milliardaires de la tech sur la politique américaine. Ils sont 4, Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. À la cérémonie d'investiture de Donald Trump pour son second mandat, ils sont aux premières loges, derrière la famille, mais devant les futurs ministres. Lors de son discours d'adieu, le président sortant, Joe Biden, lui, met en garde ses compatriotes. Une oligarchie prend forme en Amérique avec une richesse, un pouvoir et une influence extrême. Elle menace notre démocratie tout entière, nos droits, nos libertés fondamentales et l'égalité des chances. Il y a Peter Thiel, que vous surnommez le prophète. Le cofondateur de PayPal est l'un des premiers de la Silicon Valley à rejoindre Donald Trump en 2016. Ce libertarien promeut le concept d'État profond. Il y a évidemment Elon Musk, le Messie. Fan numéro 1 de Trump, provocateur en chef, pourfendeur du wokisme avec son réseau Twitter devenu X. Avec Tesla, SpaceX et Starlink, il veut élargir l'humanité. Sa lune de miel avec le 47e président américain se solde quelques mois plus tard par un divorce fracassant. Jeff Bezos, l'évangéliste, est le plus âgé de la galaxie. À couteau tiré pendant le premier mandat, le fondateur d'Amazon opère un revirement spectaculaire juste après la seconde victoire de Trump. Pas le choix, dites-vous, le président menaçait de démanteler son empire. Enfin, il y a Mark Zuckerberg, le nouveau converti à la liberté d'expression à la sauce Trump. Il annonce en janvier 2025 la fin de la modération des contenus sur Facebook. Alors Donald Trump n'est-il qu'une marionnette aux mains de ces nouveaux oligarques ? À vous de nous dire, Thomas Snegarov, si désormais le pouvoir est encore à la Maison-Blanche ou désormais chez ces multimilliardaires.
Bonsoir Thomas Negaroff. Bonsoir. Je reformule la question, mais c'est la question qui est en filigrane de votre livre. Hein, c'est où est réellement le pouvoir entre Donald Trump et ses oligarques? Ouais, c'est la question, est-ce que Trump est une marionnette ou est-ce que c'est le marionnettiste? Et c'est vrai que quand on regarde l'actu de la semaine, avec la brouille et la rupture très forte, très spectaculaire entre Musk et Trump, on se dit que peut-être qu'alors qu'on avait imaginé que le pouvoir était entre les mains des milliardaires, que le pouvoir il est aussi à la Maison-Blanche, qu'il est très politique et que le président a pratiquement droit de vie et de mort, économique en tout cas, sur ces milliardaires qui dépendent largement de lui, même si Trump dépend aussi beaucoup d'eux, de leurs aides, de leur soutien, de leur business. C'est-à-dire qu'à travers ce qui s'est joué là entre Trump et Musk, il y a un message aussi adressé aux autres oligarques peut-être par Donald Trump? Oui, sûrement un moyen de dire je vous mets en première place. Je vous donne des conditions extraordinaires parce que la grande loi d'ailleurs qui pose un problème à Musk va quand même faire que les impôts vont baisser encore plus pour les multimilliardaires, les centimilliardaires. Et puis, comme ça a été bien rappelé dans cet excellent petit sujet, il y a aussi l'idée que Donald Trump peut ou pas démanteler ces entreprises qui sont en réalité des trusts. Or, aux États-Unis, depuis la fin du 19e siècle, les trusts doivent être démantelés, les monopoles doivent être démantelés. Donc il y a effectivement un jeu intéressant entre les milliardaires et lui. Et à l'inverse, il y a un pouvoir politique éventuel de ces oligarques quand on voit Musk menacer de créer son propre parti pour... le parti de l'Amérique. Oui, un peu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le 4 mars 1933, je relisais le discours d'investiture de Franklin Delano Roosevelt, président, qui à l'époque tapait les milliardaires. Et il disait, ils ne sont là que pour s'enrichir, ils n'ont pas de vision. La différence, c'est qu'eux ont une vision très puissante, faite de transhumanisme, faite aussi de démantèlement de l'État. Donc oui, ils sont hyper politiques. Alors c'était ma question suivante au sujet d'Elon Musk dont on parlait. Il fait partie de ces oligarques qui ont une vision politique, vous le disiez, mais qui ont aussi des intérêts économiques. Et on l'a vu décrocher ce poste au début du mandat de Donald Trump à la tête du Doge pour démanteler un peu l'administration américaine. Est-ce que c'était au service de sa vision politique ou de ses intérêts économiques, c'est-à-dire lever tout ce qui pouvait freiner l'activité de ces entreprises? Il y a les deux. Il y a la haine de la régulation, ça c'est clair, et qu'on retrouvait dans des mouvements proto-fascistes américains des années 20 et 30, la haine de la régulation, la haine de l'État en réalité qu'il y a derrière, qui nuirait à la liberté individuelle. Ça, c'est quelque chose qui marque vraiment ces gens-là, qui sont en fait des types qui ont tous fait fortune en venant de nulle part. Donc, ce n'est pas des fils d'eux, comme Donald Trump l'est, en revanche. Et donc, il y a un côté, tout ce qui peut m'empêcher d'agir, une entrave, doit être démantelé. Donc oui, il y a une dimension politique très forte. Il y a une dimension aussi de business, même si dans le cas de Musk, et d'ailleurs Trump l'a bien dit cette semaine, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Elon Musk a beaucoup profité des aides de l'État fédéral, donc de l'État qu'il déteste et qu'il voulait démanteler. Pour les voitures électriques. Oui, pour la voiture électrique et même pour ses aventures spatiales. Donc effectivement, c'est un peu plus complexe que cela. Dans les projets politiques de Musk, il y a aussi cette idée de coloniser l'espace, d'implanter des puces dans le cerveau des hommes pour les augmenter en quelque sorte. Ils misent sur Trump pour l'aider là-dedans aussi ou Ouais, ils imaginent, en tout cas lui et les autres, imaginent que Trump a la capacité, parce qu'il a le pouvoir politique et quand même... Dans une démocratie, le pouvoir politique, ou dans une dictature, mais le pouvoir politique, c'est lui qui peut décider ou pas d'aider tel ou tel secteur. Oui, c'est sûr que ces gens-là, qui ont une ambition qui dépasse et de loin Donald Trump, et de loin même leur propre personne, qui est quelque chose qui déborde cela et qui a en fait à voir avec c'est quoi un être humain. Pour cela, ils ont besoin d'un allié potentiel puissant, qui est le président des États-Unis, qui peut dire on va aller coloniser Mars, et je suis prêt à mettre des centaines de milliards là-dedans, plutôt que, par exemple, dans l'État-providence. Alors on a bien compris l'intérêt de ces oligarques à s'allier avec Donald Trump, mais Donald Trump, lui, il en tire quoi comme bénéfice? Alors il en a tiré un bénéfice direct pendant la campagne présidentielle, parce que Musk, quand il commence à arriver et mettre sa machine de guerre à son profit, ça va l'aider. Ça le flatte aussi d'être entouré de milliardaires. Il n'arrête pas de considérer, lui, Trump, et c'est vraiment dans sa tête, il considère que l'argent, être milliardaire, être très riche, ça veut dire être très intelligent. Et il y a quelque chose, pour lui, d'être entouré de ces gens-là, c'est presque une oligarchie, dans le sens, une aristocratie, le gouvernement des meilleurs. C'est pas qu'une oligarchie avec l'argent, c'est aussi le gouvernement des meilleurs. Et donc, pour lui, il y a l'idée qu'il est parmi les meilleurs, même si son objectif à lui. Et il y a des enquêtes qui racontent qu'en tant que président, il gagnerait 1 milliard par mois dans son business, les bitcoins, etc. Il y a plein de délits d'initiés partout avec Donald Trump, mais des conflits d'intérêts. Mais son objectif, c'est d'être lui-même le plus riche d'entre eux, peut-être un peu dans le modèle Vladimir Poutine, qui dans les années 90 et 2000 s'est entouré d'oligarques,
avant de devenir plus puissants qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est parfois considéré comme, c'est secret, mais l'homme le plus riche du monde. Alors, on a vu en Russie que les oligarques, ils ont empêché justement la démocratie de s'installer en Russie. Ouais. Et ce qui fait froid dans le dos en lisant votre livre, c'est à quel point la plupart de ces oligarques américains ont eux aussi la démocratie dans leur viseur. Qu'est-ce qu'ils reprochent à la démocratie? Ils considèrent que la démocratie, elle ralentit l'initiative individuelle. Que la démocratie, c'est quoi cette histoire de donner une voix, quel que soit le QI des individus qui ont un droit de vote? Quelle est cette histoire qui fait qu'un migrant qui vient d'arriver, qui a été, pas un migrant, alors jeune américain qui vient d'arriver, a autant de pouvoir que moi, Elon Musk par exemple. Donc pour eux, la démocratie, elle empêche l'esprit d'initiative, elle empêche la liberté, elle empêche l'enrichissement des meilleurs. Alors, cette espèce de nivellement démocratique, pour eux, c'est un nivellement par le bas, là où nous, Européens, on y voit plutôt un nivellement par le haut, en tout cas un principe et un idéal. C'est au nom de la liberté, vous l'avez dit, Peter Thiel a eu cette phrase, la démocratie et la liberté sont désormais incompatibles. Mais est-ce que derrière cette idée de liberté, il n'y a pas quand même cette idée tout simplement de faire régner la loi du plus fort? Vous savez, sur la liberté d'expression, par exemple, si je dis, vous et moi, on a exactement la même liberté d'expression. On se met à parler en même temps, par exemple. Là, vous parlez, je parle en même temps que vous. C'est la liberté absolue. Pourquoi est-ce que je devrais répondre à vos questions? On se met à parler ensemble. Lequel de nous deux, les téléspectateurs entendront à la fin? Celui qui aura parlé le plus fort. Ou celui qui dira les plus grosses énormités. Et donc, quand on vous dit tout le monde doit avoir le droit à la parole au même niveau, au même moment et de la même manière, en réalité, ça cache un programme politique et de dire celui qui parle le plus fort ou qui a le porte-voix le plus puissant aura à la fin le dernier mot et sera entendu. Donc la liberté d'expression à l'américaine, qui semble être ultra démocratique, en réalité ne l'est absolument pas. Et l'idéologie qui sous-tend tous les choix politiques de ces oligarques, c'est le libertarisme. Et celui qui incarne peut-être le mieux ces idées, c'est Peter Thiel. Ce n'est pas le plus connu de tous, mais c'est peut-être le plus intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots et nous expliquer son projet politique? Alors Peter Thiel, c'est un type qui a grandi en Namibie. D'ailleurs, beaucoup ont grandi en Afrique australe, l'Afrique du Sud, la ségrégation. Il y a là quelque chose d'intéressant. Peter Thiel va effectivement être c'est le plus intellectuel d'entre eux, étudiant en philosophie, qui a lu beaucoup, notamment René Girard, un philosophe français, qui est chrétien, religieux, et qui, lui, considère, notamment avec cette phrase-là, la démocratie et la liberté sont désormais incompatibles, qu'il faut faire sauter toutes les entraves à la liberté, c'est son côté libertarien, et il considère, par exemple, qu'il faudrait qu'il y ait 1000 pays dans le monde. Il considère que plus il y a d'États dans le monde, plus les entrepreneurs comme lui, parce qu'il n'y a pas que de la philosophie, il y a aussi beaucoup d'argent à gagner, pourront jouer sur les normes des uns des autres, parce que si vous avez deux pays qui ont des normes différentes, vous allez aller investir dans celui qui a les normes les plus basses. Donc fragmenter la sphère politique pour imposer le pouvoir économique. Tout, et y compris fragmenter les États-Unis. Quand certains disent « Mon Dieu, peut-être que demain la Californie ferait sécession », pour eux, c'est pas si mal, parce que ça veut dire qu'à la fin, ils pourront dire « Je vais plutôt aller en Californie parce qu'il y a moins de normes sociales, plutôt au Texas parce qu'il y a un intérêt particulier fiscal, par exemple. » Il a toujours eu un temps d'avance sur les autres, j'ai l'impression, Peter Thiel. Il est le premier à avoir misé sur Donald Trump, sauf qu'aujourd'hui, il mise davantage sur le vice-président, J.D. Vance. Pourquoi? Alors pour le coup, c'est sa créature. J.D. Vance, qui est l'homme qui a humilié Zelensky dans le bureau ovale, on se souvient bien, qui a prononcé ce discours à Munich sur la liberté d'expression, où il a fait la leçon aux Européens sur c'est quoi la liberté d'expression, et vous êtes en train de vous tromper, qui soutient l'extrême droite européenne. Ce type-là, il a été vraiment transformé politiquement et religieusement par Peter Thiel. Intellectuellement dès l'université. Lors d'une conférence dans son université à Stanford. Ensuite, il va l'enrichir en lui donnant du boulot dans la Silicon Valley et il va faire de lui sa créature politique, son bras armé politique. J.D. Vance, c'est quelqu'un qui considérait que Donald Trump était Hitler, un Hitler américain. Et il en a fait pourtant son vice-président. Et là, j'y vois, moi, la main de Peter Thiel qui se dit on a un homme à la Maison-Blanche qui est jeune et qui peut-être sera l'avenir du Parti républicain. Mais ça veut dire que J.D. Vance, c'est un pion manipulé par Peter Thiel, ou ce serait dangereux de le réduire à ça? C'est dangereux de réduire à ça parce qu'il a son propre agenda idéologique, mais c'est vrai que quand vous l'entendez par exemple avoir des propos contre le mercantilisme, c'est quelqu'un qui est très anticapitaliste, qui parfois peut apparaître comme de gauche, J.D. Vance. Il dit c'est formidable les syndicats, parce que vraiment lui il est accroché à l'idée qu'il faut aider le petit peuple américain. Il est issu de ce peuple. Il est issu de ce peuple, de l'Ohio, il a raconté son histoire. C'est vraiment quelqu'un qui est marqué par ça. Alors de là à en faire une marionnette, j'y crois pas, mais il est
outillé intellectuellement et idéologiquement par un homme qui est Peter Thiel. Alors il reste les cas de Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, donc Bezos, patron d'Amazon, Zuckerberg, patron de Meta, Facebook, Instagram, YouTube. Ils ne donnent pas l'impression d'être guidés par une idéologie de leur côté. C'est quoi leur ralliement à Trump? C'est une forme d'opportunisme économique essentiellement? De pragmatisme pur. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces gens-là ont une terreur, c'est le démantèlement de leur entreprise. Comme je le disais au début de notre entretien, ils ont des trusts. Amazon, c'est un monopole, personne ne peut le nier. Meta, c'est un monopole que personne ne peut nier. L'État américain pourrait décider, comme il l'a fait avec la Standard Oil dans les années 10, ou aujourd'hui, ou dans les années 80 avec AT&T, pourrait dire c'est trop gros, on casse. Et on pourrait dire Instagram, vous êtes obligé de le vendre si vous voulez garder Facebook. Et on pourrait dire à Amazon, vous êtes obligé de vendre une partie, par exemple les livres, c'est une autre entreprise qui les vend. C'est pour sauver leur... Il faut sauver le business plan, il faut sauver leur fortune, et puis peut-être qu'aussi, ils ont été touchés par la grâce trumpiste, parce que quand on entend Mark Zuckerberg aujourd'hui, on se demande si c'est le même homme. Même physiquement, il s'est transformé, il est devenu quasiment viriliste, là où il était vraiment très différent. Jeff Bezos, c'est un peu la même chose. Donc peut-être qu'il y a eu une félicité qui est tombée sur eux, la grâce leur est tombée dessus, mais je pense plutôt que la grâce qui leur est tombée dessus, c'est la crainte de perdre des dollars. Avec une nuance quand même pour Zuckerberg, c'est que vous notez qu'il a une passion pour l'histoire de l'Empire romain, et il est influencé par Curtis Yarvin. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a un terreau. Oui, ils ont le même point commun. Effectivement, ces gens-là sont terrifiés par l'idée que l'Amérique s'effondre. Et ils ont en tête notamment la fin de l'Empire romain et l'idée que la République qui était en train de faillir quand César se fait assassiner en l'an 44 avant Jésus-Christ, aux îles de Mars, Rome a été sauvée par l'Empire. Et donc Trump serait-il l'empereur qui sauverait la République américaine de la faillite? C'est en tout cas, ça peut sembler farfelu pour les gens qui nous écoutent, mais pour des gens comme Curtis Yarvin ou même comme Mark Zuckerberg, c'est quelque chose d'assez solide et d'assez intéressant, peut-être un peu inquiétant pour nous. Dernière question en quelques mots. La démocratie, elle s'est construite sur cette idée de lutter contre la confiscation du pouvoir par quelques-uns. Et aujourd'hui, on assiste, aux États-Unis en tout cas, à une confiscation du pouvoir par les hommes les plus riches avec l'onction démocratique. Ça dit quoi du peuple américain ? Est-ce qu'il a renoncé à l'idéal démocratique? Ça dit une forme de dépolitisation totale. Ça dit aussi à quel point la démocratie est fragile. Même moi, j'ai travaillé beaucoup sur les États-Unis. Et quand on dit les États-Unis, c'est des contre-pouvoirs très puissants, on se rend compte que quand au pouvoir arrivent des gens qui ne veulent pas de l'état de droit, ils ont largement les moyens de les détricoter très rapidement. On a vu cette semaine même la Cour suprême qui a dit que Donald Trump pouvait faire ce qu'il voulait sur le droit du sol. C'est lunaire et incroyable, mais ça raconte aussi à quel point, et ça dit des choses chez nous aussi, les contre-pouvoirs et l'état de droit est fragile. Merci beaucoup Thomas Negarov. Je rappelle donc le titre de ce petit livre très instructif que vous avez donc co-écrit, si l'on peut dire, avec Philippe Corbet, Les nouveaux oligarques, comment les milliardaires américains imposent leur vision au monde, aux éditions Les Arènes. C'est l'heure de passer à notre grand angle à présent. Et on s'arrête ce soir sur la stratégie imprimée à la droite par Bruno Retailleau. On en débat avec Claire Conruit. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Et Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Libération. Le nouveau patron des Républicains fixe un cap de moins en moins compatible avec le socle commun et de plus en plus aligné avec le RN. Dernier épisode en date, l'écologie, les explications de Clément Perrault. Électron libre du gouvernement, Bruno Retailleau a remis une pièce dans la machine. Dans une tribune au Figaro, co-signée avec François-Xavier Bellamy et Julien Aubert, le ministre de l'Intérieur s'en prend à son tour aux énergies renouvelables. Le président des Républicains plaide pour le tout nucléaire et demande la fin du financement des parcs éoliens et photovoltaïques. L'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a donc aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. Dans cette tribune, Bruno Retailleau étrille la stratégie du mix énergétique défendue depuis longtemps par Emmanuel Macron et qui reste aujourd'hui encore la ligne de conduite du gouvernement. La ministre de la Transition écologique n'a pas manqué de réagir très fermement. Monsieur Retailleau, il s'occupe de sécurité. Bon, j'espère que ça va bien se passer sur la sécurité, mais le gouvernement a pris une position très claire sur les énergies renouvelables. Au fond, peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà. Et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. Agacée, Agnès Pannier-Runacher, et elle n'est pas la seule. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a aussi réagi.
Croire que sortir de la dépendance aux énergies fossiles et aux pays qui les produisent peut se faire en abandonnant les énergies renouvelables est une position frontalement opposée à la ligne du gouvernement. La troisième salve est signée Gabriel Attal. Nous assistons au retour d'une forme de climato-scepticisme anti-science très inquiétant. Sur ce sujet sensible de l'énergie, l'unité gouvernementale se fissure, tout comme le socle commun, cette coalition des députés républicains et macronistes qui soutiennent le gouvernement. C'est déjà un amendement des républicains qui avait été à l'origine du vote par l'Assemblée d'un moratoire sur les projets éoliens et photovoltaïques. Dans ce dossier, c'est le Rassemblement national qui avait permis d'obtenir une majorité dans l'hémicycle. Sur l'énergie, les LR semblent aujourd'hui plus proches du RN que du bloc présidentiel. Et ce n'est pas forcément le seul sujet. Claire Conruit, comment est-ce que vous expliquez ce choix politique de Bruno Retailleau alors que la droite n'avait jamais tourné le dos aux énergies renouvelables comme cela? On peut faire cette observation, c'est une transgression nouvelle de Bruno Retailleau au sein du gouvernement sur un sujet autre que l'immigration, sur lequel il était concurrencé fortement par le Rassemblement national. Et donc oui, dans cette tribune, il y a clairement une position très traditionnaliste, je dirais, à droite, c'est-à-dire de militer d'abord pour le nucléaire en France et de ne pas tout miser sur les énergies renouvelables. Et là, évidemment, on va un peu plus loin parce que très concrètement, c'est l'arrêt des subventions publiques. Et donc, c'est une nouvelle transgression que l'on peut expliquer parce qu'on se rapproche de plus en plus des échéances électorales et que la droite, en la personne du nouveau patron de LR, va continuer d'essayer de se démarquer. Jean-Baptiste Daoulas, vous partagez un peu cette analyse. Qu'est-ce qui motive ce choix-là de Bruno Retailleau ? Clairement, il y a une façon pour Bruno Retailleau de trianguler aussi, de montrer qu'il est avec les macronistes, mais sans les macronistes et l'écologie. C'est vrai qu'on attendait que ce soit sur l'immigration beaucoup plus, qu'il y ait une sorte d'explosion du socle commun. D'ailleurs, il y a une aile gauche des macronistes qui a vraiment empile des sacs de sable depuis des mois contre Bruno Retailleau, qui se prépare à une forme de contre-offensive. Et c'est finalement par l'écologie que Bruno Retailleau essaye de marquer une différence. Cela étant, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même une position d'une très très vieille droite. Quand même. On se rappelle que Michel Barnier, qui était à Matignon il y a encore 3 ou 4 mois, c'est quelqu'un qui avait un bilan respecté au ministère de l'Environnement dans les années 90. Notre maison brûle et on regarde ailleurs, c'est Jacques Chirac. Et même Nicolas Sarkozy, on se rappelle qu'il a fini par se renier en disant que l'écologie, ça finissait par bien faire. Mais c'est quand même lui qui, à peine élu en 2007, fait avec Jean-Louis Borloo le Grenelle de l'environnement. C'est pas rien. Là, c'est vraiment, on a l'impression que Bruno Retailleau est en train de se recroqueviller sur un minuscule fragment de l'électorat. Alors on va en parler dans un instant. Mais peut-être d'abord sur ce socle commun fragilisé, on le sait, depuis des semaines, depuis des mois. Emmanuel Macron en personne a décidé de réagir. Il l'a fait cet après-midi. Il invite à ne pas tout caricaturer. Il explique qu'on a besoin des deux, du nucléaire, des énergies renouvelables. Et il estime que Bruno Retailleau a trop donné son point de vue. Avoir le chef de l'État qui intervient et qui commente comme cela la situation de la coalition gouvernementale, c'est quand même assez rare. Mais c'est que depuis que Emmanuel Macron va, à mon avis, de plus en plus découvrir ce que c'est que d'avoir au sein de son gouvernement, entre guillemets, le patron de la droite, qui a désormais des ambitions élyséennes qui vont être de plus en plus assumées. Et donc qu'il soit ministre de l'Intérieur et que cela l'oblige à une forme de solidarité à laquelle je crois qu'il se tiendra, ne l'empêchera pas, à mon avis, de se positionner, de ne pas hésiter à remettre en forme la doctrine, selon lui, des LR, et que ça percute le socle commun. Lui qui croit au retour du clivage gauche-droite, c'est absolument pas un sujet. Mais qu'est-ce qui fait tenir ce socle commun aujourd'hui ? Ce qui fait tenir le socle commun, c'est ce qu'on voit depuis 2 ans. C'est une assemblée complètement fragmentée. C'est la succession de premiers ministres qui n'arrivent pas à gouverner. Donc tout ça est un peu factice. Mais combien de temps est-ce que ça va tenir On va voir. Après, il faut relativiser ce recadrage d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ça fait quand même plus de 6 mois qu'il est le pied sur le frein. C'est-à-dire qu'il a essayé d'empêcher Michel Barnier
Premier ministre de droite d'ailleurs, qui essayait d'augmenter un petit peu les impôts. Là, Emmanuel Macron a freiné des cas de fer pour ne surtout pas toucher à sa politique de l'offre. Bruno Retailleau, il l'a recadré aussi il y a quelques semaines sur l'Algérie, comme il avait d'ailleurs recadré François Bayrou aussi, qui s'était un peu avancé sur le fait de donner une sorte d'ultimatum de 6 semaines à l'Algérie. Il a aussi une façon de... Mais là, on est sur son précaré, on est sur le domaine de la diplomatie. Oui, mais rappelez-vous qu'il y a quelques jours, il a aussi appelé à ne pas détricoter le bilan écologique quand il y a eu cette suppression des zones à faible émission votée à l'Assemblée nationale par le RN et aussi les LR. Donc, quelque part, Emmanuel Macron est un peu dans son rôle à ne pas vouloir qu'on détricote son bilan. Il est malgré tout conscient qu'il est enfermé avec Bruno Retailleau et les LR aussi. Il est condamné à cette sorte de stabilité qui ne tient qu'à un fil. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau et les LR savent aussi qu'ils ont toute une partie de leur électorat qui ne leur pardonnerait pas de projeter la France dans la chienlit, si on voulait citer un mot gaulien. Un mot de la stratégie quand même, évoqué tout à l'heure par Jean-Baptiste Daoulas, d'une droite qui, à ses yeux, en tout cas, se recroqueville sur quelque chose de rikiki en quelque sorte. Est-ce qu'en tournant le dos aux énergies renouvelables, Bruno Retailleau risque pas de se couper définitivement d'un électorat urbain qui a pu voter à droite et qui voterait davantage aujourd'hui peut-être pour Édouard Philippe ou Emmanuel Macron? Ça dépend du pari qu'il veut faire sur ce sujet précis des énergies renouvelables. On peut aussi peut-être s'interroger sur ce que pense l'électorat qui vote à droite sur les éoliennes. On sait que c'est un électorat en grande partie de propriétaires, donc typiquement qui ne sont pas pour, je le dis un peu grossièrement ou schématiquement, mais qui ne veulent pas, ils vous le diraient eux-mêmes, avoir un champ d'éoliennes planté devant leur maison. Donc si vous comptez vous adresser à cet électorat-là et si vous jugez qu'il est suffisamment vocal pour vous imposer au sein du paysage politique, au moins à droite, et que ça peut vous permettre, de surfer sur une vague jusqu'en 2027, par exemple, le pari se tente. Jean-Baptiste Daoulas, en fait, la droite des villes, la droite des champs, oui, on en parle souvent. Je pense qu'on s'est presque trompé de focale en analysant cette sortie de Bruno Retailleau comme à travers le prisme du socle commun et des divisions. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus une division de la droite. Je rappelle qu'il y a une dizaine de jours, il y a 3 députés plutôt jeunes, plutôt modernes chez les Républicains, notamment Antoine Vermorel ou Virginie Duby-Muller, qui ont signé une tribune dans l'opinion appelant à renouer avec l'écologie. Donc, si vous voulez, il y a quand même cette fracture au sein de la droite entre certains qui, en gros, s'imaginent qu'il faut rester dans le royaume de la bagnole. J'observe d'ailleurs que, aujourd'hui, je regardais le trombinoscope de la quarantaine de députés LR. Il y en a combien qui sont élus dans des grandes villes? En fait, il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire que c'est comme si Bruno Retailleau, avec cette tribune, finalement, tirait une croix sur le fait de reconquérir un jour des centres-villes et caricature aussi l'électorat centre-ville. Vous pouvez avoir des gens de droite qui vivent en centre-ville, qui ont envie de respirer un air pur, qui n'ont pas envie d'avoir des bagnoles polluantes qui viennent polluer leur air. Je rappelle quand même qu'il y a environ 40 000 morts prématurés à cause de la pollution atmosphérique. C'est quand même très rétrograde de la part de Retailleau. Pierre Conruit, on peut imaginer des départs au sein du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée avec cette décision, ou on n'en est pas là? Non, je ne pense pas qu'on en soit là, mais je rebondis sur ce que vous disiez, et c'est juste, sur comment ça divise la droite. Et en cela, il sera intéressant de voir quel sera le vote du Sénat mardi prochain, puisque le texte est retourné au Sénat. Et on sait que cette idée de moratoire est très très loin de faire l'unanimité, même chez les sénateurs de droite. Et donc, j'interroge donc le destin de ce texte-là, puisque le Sénat, c'est le royaume de Bruno Retailleau. Si Bruno Retailleau n'arrive pas à imposer son point de vue au Sénat, cela permet peut-être de relativiser sa capacité à s'imposer plus largement, disons. Alors sur ces questions de l'écologie, il s'aligne sur le Rassemblement national. Les propositions sur l'immigration ou la sécurité sont très proches. Et les électeurs de droite sont 68% à se dire favorables à une alliance des droites. Alors est-ce qu'en s'alignant sur ces sujets avec le RN, est-ce que la droite ne prend pas un risque? En 10 secondes, s'il vous plaît. On pourrait très bien citer Jean-Marie Le Pen qui disait toujours qu'on préférait l'original à la copie. Voilà, ça tient en 10 secondes et ça peut potentiellement toujours tenir. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et on se retrouve demain sur LCP.